soir et nous sommes très très heureux de vous accueillir à plusieurs titres. D'abord, nous inaugurons ce soir notre belle salle de conférence au rez-de-chaussée. La place est chère dans cette bibliothèque et donc on ne peut pas organiser des tables rondes et des conférences à tout bout de champ. Et vous voyez, là, on a démarré aussi une exposition, mais je pense que la formule va tout de même bien marcher. Et nous sommes aussi très heureux parce que nous abordons ce soir un sujet qui nous tient à cœur et qui est nouveau pour la bibliothèque formée, puisque cette bibliothèque vient de créer depuis peu un fonds, mais un fonds qui grossit très fort, de fanzines. Alors, Valérie Malnard, ici présente, va diriger cette table ronde avec ses participants intervenants, que nous remercions chaleureusement. C'est important parce qu'on le voit au quotidien, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un fanzine. Et nos dernières journées du patrimoine nous ont permis d'en montrer. Les ateliers nous permettent de montrer comment on en réalise. Et là, en tant que bibliothécaire, c'est un grand bonheur professionnel de pouvoir montrer, se faire le médiateur d'un type de document, comme on dit dans notre jargon, document, qui est encore peu connu. Et grâce à nos intervenants ce soir, on en saura encore plus. Voilà, merci beaucoup. En fait, on a 2 micros, donc on va se les passer au fur et à mesure. Bonsoir, donc je m'occupe du rayon Gravesine, plus spécifiquement à la bibliothèque Forney. Donc en premier lieu, je vais vous présenter les invités. Donc à ma gauche, Lise Fauchereau, qui est une collègue bibliothécaire, puisqu'elle a travaillé pendant 15 ans sur le fonds des Gravesines à la PNF, qui est une grosse institution, au département des Estampes, dans le site historique de Richelieu. À côté, Laurent Zanzin, qui a la double casquette de galériste et libraire. Et il a cofondé avec sa compagne la librairie, la galerie Art Factory, qui se trouve rue de Charonne dans le 11e arrondissement, et avant c'était dans le 18e, il me semble. Ouais. Voilà. À côté, Jean Christo, qui lui est créateur de fanzines, artiste, et avec Léo, le monsieur avec la chemise à carreaux, de 1991 à 2001, ils ont une maison de micro-édition qui s'appelle Goto Productions. Donc ils éditaient eux-mêmes des fanzines de leur travail et aussi d'amis ou d'artistes qu'ils aimaient bien. Depuis 2001, ils ont arrêté de faire des fanzines, d'auto-éditer des fanzines, mais ils continuent toujours en tant qu'artistes à participer à des fanzines. Au milieu, Pascal Tassel, qui est venu spécialement d'Amiens pour participer à la table ronde, et qui lui est un collectionneur pur et dur, fan de fanzines, de gravesines et de BD underground, on va dire. On verra peut-être plus tard que les deux milieux sont assez intimement liés, comme à Art Factory aussi, où il y a les deux facettes. Voilà. Donc depuis les années 80, Pascal est collectionneur, et en 2006... Fin 80, oui. Pardon. En 2006, il a créé un site internet que je vous invite à aller visiter, qui s'appelle gravesine.net, qui est un très beau site où il a mis toute sa collection en ligne. Et comme je disais, même en tant que bibliothécaire, des fois, je vais chercher des infos sur son site, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des informations sur les fanzines. Donc avant de commencer, vraiment, ça va le son, là, c'est pas trop fort, le son, ça tourne un petit peu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous présenter vite fait la bibliothèque Forney, pour expliquer dans quel contexte on a choisi de faire entrer les gravesines. Parce que la bibliothèque Forney est une vieille grand-mère aussi, elle a été créée en 1886 c'était un mécène de l'époque qui s'appelait Monsieur Forney, un industriel suisse qui a vécu toute sa vie à Paris. Et peu de temps avant sa mort, il avait légué une partie de sa fortune à la commune de Paris
pour ouvrir des écoles, des crèches, et la bibliothèque Forney qui porte son nom, qui était une bibliothèque à l'ouverture qui se trouvait rue Titon, dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine, et qui était spécialement créée pour les artisans et les ouvriers du Faubourg Saint-Antoine, qui est un quartier, jusqu'à encore aujourd'hui, autour des métiers d'art. Donc à la base, c'était une bibliothèque de métiers d'art. Dès l'ouverture, il y a eu la spécificité, on est patrimonial et on fait du prêt. Dès le 19e siècle, une partie des documents étaient empruntables, c'était des planches, des estampes de motifs ornementaux que les artisans pouvaient emprunter chez eux pour trouver des inspirations de motifs ou reproduire des dessins. Pour la petite anecdote, au dernier étage de la bibliothèque, on a abrité le fonds iconographique et on a encore des estampes qui datent du 19e siècle. Alors maintenant, ils ne sont plus empruntables, mais à l'occasion, ils sont en libre consultation. Je crois que je vais baisser un petit peu parce que j'ai l'impression que ça tourne. Merci, Justine. Voilà, bon, pour faire vite, la bibliothèque Forney a donc déménagé dans l'hôtel de Sens en 1960 ou 1961. Et au fur et à mesure des années de métiers d'art, elle s'est aussi spécialisée dans les arts décoratifs, les arts graphiques. En début 2000, en 2003 ou 2004, on a hérité de la bibliothèque des arts graphiques, qui était une bibliothèque spécialisée dans la typographie et les méthodes de l'imprimerie. Donc ça a aussi élargi le fond de la bibliothèque. L'ancien conservateur, il y a quelques années, a décidé de faire rentrer des lieux d'artistes. On verra aussi tout à l'heure que des fois la frontière est poreuse entre Gravesine et lieux d'artistes. Et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on a décidé d'avoir les Gravesines. Ce qui a été le déclencheur, c'était la médiathèque Marguerite Duras, qui se trouve dans le 20e arrondissement à Paris. Pendant 7 ans, ils ont abrité un festival de fanzines qui s'appelait Fanzine, un point d'exclamation, en partenariat avec une association qui s'appelle Papier Gâché. Donc le festival avait lieu pendant un mois tous les ans au mois d'octobre. Il faisait un appel aux dons et le deal, c'est qu'après la médiathèque récupérait les fanzines pour les mettre à disposition du public. Mais sauf qu'au bout de quelques années, ils ont eu tellement de dons qu'ils ne pouvaient plus tous les héberger. Et comme eux, contrairement à nous, n'ont pas une vocation patrimoniale, et à un moment, ils se sont trouvés... voilà, il n'y avait plus de place. Donc c'est dans ce contexte qu'ils nous ont contactés pour nous proposer plus spécifiquement des Gravesines, parce que les fanzines, il y en a dans tous les domaines, que ce soit la musique, le cinéma, la littérature, la bande dessinée. Donc là, c'était vraiment pour nous proposer des Gravesines. Finalement, ça a été acté parce qu'on a trouvé que c'était en complémentarité des lieux d'artistes. Et c'est comme ça, pour finir, que les fanzines sont arrivées à la bibliothèque Forney. Donc je ne sais pas, avant de passer à autre chose, si vous avez des questions par rapport à la bibliothèque. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est un fanzine déjà? Bon, parce que l'origine, en gros, des fanzines remonte aux années 30, avec la science-fiction. Enfin, je pense que tout le monde sait peut-être un petit peu. Bon, je vais faire vite. Parce qu'à l'époque, c'était des passionnés. Comme il n'y avait pas vraiment de publication qui parlait de science-fiction, puisque c'était une thématique qui était émergente, les passionnés se sont mis à faire des brochures pour communiquer et partager leur passion. Après, au fur et à mesure des années 50, 60, avec les mouvements de contre-culture, ça s'est développé à la bande dessinée, à la littérature, à la politique. On peut signaler par exemple un artiste comme Robert Crumb, qui est maintenant mondialement connu. Il y a des expos dans les musées, à commencer par le fanzine. Et de fil en aiguille, les fanzines ont traversé les années.
Dans les années 70, il y a eu aussi une explosion de la photocopieuse qui d'un coup s'est démocratisée et est arrivé le mouvement punk qui a vraiment vu une explosion des fanzines et c'est aussi le point de départ de l'arrivée des gravzines, on va dire. Tout ça, ça a continué jusque les années 80, 90 avec l'émergence d'Internet. Il y a beaucoup de fanzines papier qui ont basculé sur la toile, parce que d'un coup, il n'y avait plus les contraintes d'impression, de diffusion. Le fanzine était tombé un petit peu, pas dans l'oubli, mais enfin, il n'y avait plus beaucoup de fanzines, et on assiste depuis une bonne dizaine d'années à un gros retour du fanzine papier, dont beaucoup de jeunes aussi qui n'étaient pas forcément nés au moment où il y avait beaucoup de fanzines. Et on peut constater que c'est en même temps que le grand retour du fanzine que du vinyle et de la cassette, tout a été tellement dématérialisé que maintenant je pense que les gens sont contents de pouvoir de nouveau toucher un objet. Et voilà. Plus spécifiquement, on va passer au gravzine. Est-ce qu'un des intervenants peut m'expliquer ce qu'est un gravzine ? Je suis bibliothécaire, donc j'approuve. C'est ça le réseau. Et en fait, je m'attendais à la question, donc je vous ai amené la notice. J'ai imprimé la notice parce que je me suis dit à tous les coups, on va me le demander. C'est ça. Alors, donc nous, on a Gravzine, on a réussi à la Bibliothèque nationale à le sortir en mots matière à l'époque, dans les années 90, ce qui est assez exceptionnel parce que les mots matière, normalement, on ne les sort pas comme ça. Déjà, il faut les expliquer, il faut les justifier. Donc, déjà, justifier dans les années 90, Gravzine, c'était pas donné. Expliquer à tout le monde ce que c'était. Donc, on a réussi à avoir ce mot qui nous a permis, lors du catalogage, de pouvoir l'inclure dans toutes les notices. Je vous dis, c'est un petit détail, mais si vous allez interroger à la BNF sur le catalogue général, si vous mettez Gravzine au pluriel, l'avantage que ça a, c'est que vous avez les 800, je crois, 900 Gravzines qui sortent. Donc c'est un petit truc, mais ça peut aider pour les trouver parmi la masse. Et nous, à l'époque, on avait mis, pour justifier, pour avoir l'autorisation d'avoir ce mot Gravzine, on avait mis comme définition livre graphique sans texte, réalisé le plus souvent en photocopie, en sérigraphie ou en offset. Alors pourquoi on avait mis cette définition qui est un peu courte, hein, c'est vrai, mais parfois il vaut mieux pas en dire trop pour que ça soit accepté, c'est que en fait la collection de Gravzine est au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France. Et en fait, les gens qui étaient à cette époque, parce que moi aussi je suis encore un peu jeune, je n'étais pas là. Et donc, comme ils s'occupaient d'estampes modernes et contemporaines en technique taille douce et compagnie, et surtout sérigraphie, ils s'étaient rendus compte que les gens qui faisaient de la sérigraphie faisaient aussi des gravzines. Donc c'est ce qui a pu justifier aussi cette définition et permettre aussi à cette collection de pouvoir naître à la Bibliothèque nationale de France. Donc dans un département spécialisé et pas du tout au niveau du département des imprimés. Donc voilà, j'ai un peu élargi. Et sinon, on l'employait aussi pour fanzine graphique et termes associés fanzine. Voilà, vous voyez, c'est sobre. Hein. Je ne vais pas m'étaler, hein. Je vais rester derrière l'institution et plutôt passer la parole au galeriste. Moi, sans faire ancien combattant non plus, on a ouvert avec ma compagne et associé la première version de Ars Factory en 1996. Et au départ, on ne savait pas du tout ce que c'était un gravzine, on n'avait même jamais vu. Donc, on est un peu tombé dedans par hasard. Alors, quand on a décidé de monter cette galerie, au départ, le problème d'une galerie, c'est de trouver des artistes. Après, il faut trouver des acheteurs, ça c'est un deuxième problème, mais au départ, il faut trouver des artistes. Et on n'en avait pas. En fait, on avait deux vieux potes photographes des filles, donc, qui étaient allemands, et qui est la raison pour laquelle on a monté au départ la galerie. Donc ça faisait un peu court, hein, ouvrir une galerie avec deux photographes. Et du coup, à l'époque, on a passé une petite annonce dans Nova Magazine, qui était, pour les plus jeunes, ils ne savent pas, Radio Nova avait un magazine à l'époque, qui employait beaucoup d'illustrateurs qui essaimaient dans la scène gravzine.
Et donc on a passé une petite annonce, genre Jeune Galerie cherche jeunes artistes, super idée. 200 messages sur le répondeur, là, les vieux répondeurs à cassette. Là. Bon, donc on a reçu les 40 premiers. Et alors il y avait tout, des gens qui faisaient des meubles en carton, des sculptures en papier mâché, tout ce qu'on veut, et des peintres, des dessinateurs. Et dans le lot, il y avait 2 jeunes étudiants qui étaient étudiants à l'école Marie-Zélois, et qui avaient comme prof Philippe Huget. Et donc arrivent ces étudiants, arrive ce couple qui s'appelait, à l'époque, ils travaillaient ensemble sous le nom de Psychotriclo. Ils arrivent avec un pote qui s'appelle Manu Gondo, un peu, ouais, je fais de la peinture, c'est quoi cette galerie là, c'est nul, il n'y a rien, bon ouais. Et mais je fais des livres aussi. Et il nous sort ses livres en sérigraphie, donc lui il s'occupait des éditions Monotrache à l'époque. Et son prof je pense que devait être un prof de graphisme, Huget donc, était déjà un des acteurs importants de la scène undergraphique, puisqu'il avait créé les éditions CBO. On va dire au début des années 90, hein, ça devait être à peu près en même temps que le dernier cri, quoi, en 93. Et bref, donc Gondo nous amène ses bouquins, on trouve ça super, on dit ah bah tiens, bah ouais, justement, on a des peintres, des gens qui font des meubles en carton, des photographes, mais on n'a pas de livres. Allez, bim, on pose les livres sur la table. D'abord les livres de Gondo, donc, qui avait les éditions Monotrache, ensuite Gondo amène son prof, Philippe Huget. Et comme ça, on va rencontrer plein d'éditeurs ou d'artistes qui auto-éditaient eux-mêmes leur production. Et on trouve ça super, on pose ça sur les tables, ça faisait bien. Et comme on n'était pas une librairie, donc les livres étaient très visibles, les gens pouvaient les manipuler assez facilement. Et du coup, ils trouvaient un public qui n'était pas forcément le public du réseau dans lequel étaient déjà diffusées ces productions, parce qu'en 1996, il y avait en gros la librairie Galerie Un Regard Moderne, et un ou deux points de vente, mais bien plus quoi, pour ce genre de production. Ça se faisait beaucoup, en fait, la diffusion-distribution se faisait beaucoup par correspondance, et je dois dire que si cette scène a duré et perduré autant d'années, autant de décennies, donc, en France notamment, c'est grâce au travail de Jacques Noël qui avait la librairie Un Regard Moderne, mais aussi de Willem, qui à l'époque dans Libération publiait une fois par semaine une rubrique, jeudi, ouais, après ça a changé, c'est passé au lundi, une rubrique qui s'appelait Images, qui était une rubrique assez atypique, hein, complètement calligraphiée, avec des collages, et donc il donnait les adresses en fait des éditeurs. Voilà, il y avait un livre qui sortait chez l'autoproduction, il mettait l'adresse avec, voilà, envoyer un chèque de 10 euros, je sais pas quoi, 10 francs à l'époque, pour recevoir le bouquin. Et donc, je crois que vraiment ça a été, parce que Willem, c'était Internet avant Internet, quoi, pour les gens qui s'intéressaient au graphisme, comme un peu Jacques Noël dans sa librairie Regard Moderne, voilà, ben, c'était Google avant Google pour les gens qui s'intéressaient à tout un tas de contre-cultures. Voilà, bon, je vais essayer de la faire courte après, mais donc du coup c'est comme ça que les gravzines sont arrivés par 2 étudiants chez Ars Factory. Alors moi qui étais un gros lecteur de bande dessinée dans les années 80, 70-80, j'avais la chance que mon père allait tous les mois acheter au kiosque Métal Hurlant, Circus, Lego des Havanes, tout ça, donc je connaissais, j'avais quand même une grosse culture graphique, mais qui était plutôt une culture de, voilà, quand j'étais ado, quoi. Parce qu'entre-temps, j'étais passé à la musique, j'avais un peu laissé tomber la scène graphique. Et donc, bon, on voit tous ces bouquins avec les filles arriver, et on se dit, ah, tiens, ça serait super de faire des expos autour des artistes qui sont présentés dans ces livres. Et puis donc très vite, après la formation, l'ouverture de la galerie, c'était 96, dès 97-98, on a commencé à exposer des artistes issus donc, de ce mouvement et de la scène gravzine. Voilà. Alors après, on est devenu un petit peu spécialiste, parce que c'était vraiment un sujet qui nous intéressait de plus en plus. On se rendait compte qu'il y avait une scène hyper dynamique qui n'était pas vraiment représentée dans les galeries d'art traditionnelles, à part une ou 2 individualités qui sortaient déjà du lot. Et puis moi, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire derrière tout ça, que c'est vrai qu'on date un petit peu l'arrivée du gravzine en France, avec plus ou moins un peu avant le mouvement punk, avec les publications du groupe Bazooka. Et même s'il y avait déjà avant du fanzine, de la free press,
En France, c'est vrai que ça a été un petit peu un détonateur parce que c'était des étudiants aux Beaux-Arts de Paris qui s'emmerdaient aux Beaux-Arts de Paris, qui voulaient diffuser leur travail autrement que par le circuit traditionnel. Donc ils ont commencé à faire des illustrations pour la presse, des pochettes de disques, auto-publier leur revue, parce que pas grand monde n'en voulait, il faut bien le dire au départ. Quoi. Alors après ça a changé parce qu'ils ont bossé pour Libération beaucoup et d'autres. Mais voilà, ça a été vraiment le point de départ parce que ça a eu une influence majeure sur toute une bande d'artistes qui est arrivée un petit peu après. Puisque si on prend l'historique, il y a le groupe Bazooka qui démarre en 1974-75, qui devient vraiment très visible en 78-77 grâce à sa collaboration avec Libération. Et là, il y a des gens comme Pascal Loury, Bruno Richard qui vont regarder ce travail-là. Eux aussi, ça va leur donner envie de faire leur livre. Bazooka aussi, ils ont une influence, on le sait peut-être moins, sur les artistes de la figuration libre. On va se dire aux Arts, ont beaucoup regardé les publications du groupe Bazooka, et d'ailleurs un des gestes fondateurs de la figuration libre, ça sera de publier un gravzine ou un proto-gravzine qui s'appelle Bateau. Ils étaient encore étudiants à ce moment-là, il y a eu 4 numéros, une espèce d'assemblage de textes, de dessins, mi-situationniste, mi-gravzine, on va dire. Voilà. Et donc ensuite, dans la foulée, Placide du Museau, le dernier cri qui va arriver au début des années 90, jusqu'à donc aujourd'hui. Et donc nous, du coup, on a suivi un petit peu le mouvement, on s'est retrouvé un peu comme une sorte de plateforme qui a contribué parfois en organisant des expositions à un peu dynamiser cette scène-là, et puis on s'est retrouvé un peu, presque par hasard, spécialiste du truc, et ça continue, ça dure maintenant depuis 21 ans, quoi. Donc on a eu la chance de produire pas loin de 200 ou 220 expositions dans lesquelles on a exposé mes camarades qui sont là, Léo, Jean-Christo, entre autres, et beaucoup d'artistes issus de cette scène. Alors, je propose qu'on passe la main à peut-être Pascal. On garde les artistes pour la fin. Tu peux nous expliquer comment tu as découvert le gravzine, comment est née ta passion, le début de ta collection? Moi j'ai découvert les gravzines à la fin des années 80. En fait je me sens plus héritier effectivement de Bruno Richard, Pascal Loury que de Bazooka. C'est-à-dire qu'en fait moi j'ai commencé à m'y intéresser justement quand Bazooka, on va dire, était un petit peu sur le déclin. Moi j'ai un parcours assez classique, effectivement, qui a commencé par la bande dessinée. Voilà, moi je lisais Fluide Glacial, Métal Urbain aussi, ce genre de choses. Et puis un jour, le psychopathe aussi, c'est dans le psychopathe que je suis tombé sur Jean-Christophe Menu. Voilà, à partir de là j'ai découvert l'association, et puis après c'est un engrenage. En fait j'ai découvert vraiment le gravzine à travers un gravzine qui s'appelait Réciproquement, qui pour moi est vraiment aujourd'hui un gravzine culte. Moi c'est ce que je préfère dans le gravzine en tout cas. Et voilà, après en feuilletant, effectivement, on découvre des artistes comme Placide des Museaux, effectivement, et puis surtout Bruno Richard, pour lequel j'ai vraiment accroché directement son travail. Et depuis, je pense que l'effet de collection est venu aussi de ça, quoi. C'est un artiste qui travaille et qui publie énormément. Enfin, moi, j'ai jamais eu envie de jeter un de ses bouquins, donc forcément, on amasse, et c'est comme ça qu'on devient aussi collectionneur. Voilà. Donc, après, effectivement, à l'époque, je me souviens, j'allais à Angoulême, la fameuse bulle off. Là, on rencontrait les artistes, là, on découvrait énormément de choses. Effectivement, Internet n'existait pas à l'époque, donc comment moi je me procurais des gravzines. Effectivement, c'était quasiment exclusivement par correspondance. Je me souviens d'une petite feuille de chou qui était éditée par Eric Heinlein, aka Hilar Moderne, qui lui envoyait son adresse. Il renvoyait à l'inverse une petite feuille A4 pliée en deux qui était pareil, entièrement calligraphiée, sur lequel il indiquait tout ce qui se faisait, quoi. Voilà, avec le prix, l'adresse, où il suffisait d'écrire pour recevoir un joli gravzine. Voilà. Donc parcours assez classique en fait. Enfin, je veux dire, il faut un minimum de curiosité, c'est sûr, quoi. Mais moi j'étais attiré par ça, j'étais aussi attiré par le côté
très personnel quand même qu'il y a dans le gravzine, c'est-à-dire que c'est quand même... il n'y a pas forcément le côté narratif qu'on retrouve dans une bande dessinée. Là, on a plus finalement une juxtaposition de dessin, quoi. Donc le gravzine, c'est aussi un recueil, quoi. C'est le point commun qu'on peut avoir avec la bande dessinée. Bah, un auteur peut très bien faire de la bande dessinée et ensuite, parallèlement, faire un gravzine dans un style qui peut être complètement différent. Et le gravzine peut, pour lui, être une façon de se détourner de son travail, on va dire, un petit peu plus académique qu'il peut avoir à travers la relation avec un éditeur un peu plus conformiste, quoi. Et donc ça lui permet de s'affranchir de certains sujets parfois, quoi. Et d'avoir un regard plus intimiste. Enfin, moi, c'est ce qui m'a plu aussi dans le jeu, quoi. Et aujourd'hui, les artistes contactent pour te donner, pour alimenter ta collection. Oui, bien sûr. Oui, à force, forcément, maintenant ça fait, je n'ai pas compté, mais enfin, ça fait longtemps. Donc oui, on finit par se rencontrer. Moi, j'en connais beaucoup à travers des échanges. Je ne les ai jamais rencontrés. Hein. C'est le cas de ces deux messieurs. Je ne les avais jamais rencontrés avant. Maintenant, je sais à quoi ils ressemblent. Mais voilà, c'est le cas de beaucoup de personnes. Il y a des gens, ça fait 10-15 ans, effectivement, ils me tiennent au courant de ce qu'ils font. Ils m'envoient des fois gracieusement ce qu'ils font, régulièrement. Et puis, moi, je m'efforce aussi d'acheter, hein, parce que bon, voilà, c'est le principe aussi, quoi. Le but, moi, c'est pas de tout avoir. Hein. Ça serait complètement illusoire, puis ça serait surtout absurde, quoi. On a forcément des thèmes ou des artistes de prédilection, et c'est avant tout à ça que moi je m'attache. De toute façon, je pense que dans le fanzine, c'est impossible d'avoir tout. Bien sûr. Parce que c'est tellement des micro-publications dans des micro-milieux à droite à gauche, que même quand j'en parlais avec les gens de la fanzinothèque de Poitiers, pour faire la fanzinothèque de Poitiers, c'est la seule et unique bibliothèque uniquement dédiée aux fanzines en France, qui a une trentaine d'années. Enfin, ils sont créés en 1989 et ils existent toujours. Alors eux, ils ont toutes sortes de fanzines. Ça dépasse le cadre du gravzine. Il y a des fanzines de BD, de musique, politique, enfin tous les thèmes possibles et imaginables. Et même eux qui ont une collection énorme de fanzines, c'est impossible de tout avoir. Bon, on va passer la parole aux artistes. Donc il y a Jean Christo et Léo Kierveux. Donc comme je vous disais tout à l'heure, Kierveux, excusez-moi. De 1991 à 2001, ils avaient monté donc la maison de micro-édition Goto Productions et ils continuent toujours à participer à des fanzines. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est comment on arrive au fanzine. Comment un jour on se dit, ah bah tiens, je vais faire moi-même un petit fanzine. Je m'en souviens plus. Oui, parce que bon, moi je suis pas historien, je suis pas bibliothécaire, je suis pas l'historique a été à peu près fait, donc c'est un petit peu notre expérience personnelle. Tout simplement parce que le gravzine, le fanzine sans doute en général, c'est une histoire de collectif et d'entraînement par le collectif. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai vécu en tout cas et que je continue à le vivre. Voilà, donc j'ai rencontré Léo, on était à l'école ensemble, on a commencé à dessiner, à des carnets de croquis, tous les deux une accroche à la BD assez évidente, classique, moins classique après, et avec une envie simplement une envie de faire des choses. Voilà, donc, et cet entraînement s'est fait d'abord par le fait de ce duo, parce que avant de s'appeler Goto Productions, c'était Goto Duo, tout simplement, au tout début. Et voilà, donc on décidait, on essayait d'expérimenter et une envie de diffuser un petit peu autour de nous et de rencontrer d'autres gens. Voilà, donc, tout d'abord ça s'est fait très très simplement et très directement. Enfin, on est vraiment dans cette lignée, on a fait l'historique, mais c'est vrai que ça vient beaucoup
à mon sens, de l'esprit punk à un moment donné, cette histoire de Gravesine et de ce qu'on appelle le do it yourself. Donc c'était quand même très facile. Fais-le par toi-même pour ceux qui ne savent pas. C'était quand même très facile d'aller acheter une carte de photocopie, d'aller de fréquenter les boîtes de photocopie, au départ de sortir des petits trucs à 10, 20, 50 exemplaires en noir et blanc, tout simplement. Et puis l'entraînement est arrivé et les rencontres se sont faites assez naturellement. J'ai envie de dire, ça c'est. Voilà. Évidemment, dès qu'on a commencé, il y a ce point de rencontre dont Laurent parlait tout à l'heure, qui était le regard moderne. C'était évidemment le point central, voilà, qui. D'un coup, on avait un libraire, on lui a amené nos petits trucs de 10 pages en photocopie noir et blanc, et puis il nous les achetait. On ne faisait même pas de dépôt, il nous les prenait, et puis il nous parlait d'autres choses, il nous faisait découvrir d'autres gens. Voilà, donc on a commencé à produire, et puis... Il donnait son avis aussi. Oui, il donnait des notes, c'était assez impitoyable, parfois. mais voilà, c'était papa, quoi. Enfin, il y avait ce côté-là. Et puis on était dans cette caverne. Enfin, je ne sais pas si les gens ont fréquenté à un moment donné le regard moderne, mais c'est un lieu qui n'existe pas ailleurs et qui pourra plus exister, quoi. C'était vraiment entre le courrier en retard de Gaston Lagaffe et l'art brut en soi, quoi. Enfin, voilà. Voilà, et puis petit à petit, bon, tout ça s'est fait de manière assez, encore une fois, naturelle, quoi. On a rencontré d'autres gens. Un jour, on a décidé de passer, de faire un peu de couleur. On a rencontré Paquito Molino du Dernier Cri, qui là aussi était assez moteur, enfin qui l'est évidemment toujours, mais voilà, on s'est retrouvés dans son atelier au KS, je sais pas, en 95. On voulait juste imprimer une couverture, et puis on s'est retrouvés dans cet atelier. On avait juste à acheter le papier et les encres, et puis on allait imprimer directement avec lui. C'était il éditait, il commençait le Dernier Cri, mais c'était pas un éditeur, c'était pas un imprimeur, c'était, enfin voilà, on faisait. Voilà, c'est ça aussi qui était très très important, c'est qu'on fabriquait avec lui. Voilà, et puis petit à petit, puisque moi, ce qui m'intéresse aussi, bon, je suis aussi collectionneur, ce qui m'intéresse aussi c'est le livre-objet, et qu'on a commencé à expérimenter différentes formes d'impression. On a eu accès à un moment donné, on allait un petit peu squatter l'atelier de sérigraphie des Beaux-Arts. Le week-end, on allait tirer nos trucs en cachette, et puis on a fait des bouquins en lithographie. Enfin voilà, c'est ce foisonnement, cet entraînement, cette idée de collectif, voilà, qui nous a poussé à faire ça pendant 10 ans. Et encore maintenant, même si bon, on a arrêté d'éditer nous-mêmes, mais on est toujours assez actifs, et puis certains se sont plus structurés, ont continué. Enfin, on parlait du Dernier Cri, on continue évidemment à collaborer avec Paquito, et ce foisonnement, cette locomotive qui existe, mais parmi tant d'autres, et avec des formes et des styles entre guillemets différents, parce que chacun a sa manière et son impulsion propre. Voilà, et puis effectivement, moi, il y a quelque chose que je trouve très très intéressant, c'est qu'il y a eu un moment donné peut-être une sorte de creux de la vague, mais je constate quand même depuis quelques années, effectivement, et via notamment ce festival que tu évoquais tout à l'heure, un retour. Alors ça prend d'autres formes, c'est très différent de ce qui se faisait dans les années 90.
Il y a Parce que d'autres... dans la micro-édition, éditée... Voilà, bon, les frontières sont très poreuses hein, entre micro-édition, gravezine, éditeur alternatif. On a évoqué Jean-Christophe Menu. Voilà, enfin, c'est aussi quelqu'un qui est issu de ça, mais qui a monté l'association, qui est une vraie structure maintenant. Mais bon, tout ça est très poreux, et ce que je constate, c'est qu'il y a de nouveau maintenant une énergie, quelque chose que je vois vivre avec un esprit différent. C'est parfois un petit peu plus arty, un petit peu plus... Oui, mais ça existe toujours. C'est peut-être un peu moins punk, on va dire, mais voilà. Tout ça existe toujours, et effectivement, on peut pas avoir une vision, un périmètre de ce que c'est. Enfin, là, tout à l'heure, j'ai fait un tour dans votre fond. Il y a des milliards de choses que je ne connais pas, et tant mieux. Voilà, encore une fois, ce qui me paraît important, c'est le foisonnement. Voilà. C'est ça, c'est l'histoire de la visibilité. On ne peut pas l'avoir, en fait. Ça va aussi avec on peut avoir une bibliothèque exhaustive, c'est impossible. Et la perception, c'est pareil, c'est des choses assez, des tirages assez relativement confidentiels. De fait, ça disparaît aussi avec le temps. Donc il y a des traces. Ça, c'est un certain charme aussi, justement. Ne serait-ce que dans les modes de reproduction, enfin, les choses qu'on a fait il y a 20 ans en photocopie, il y a des choses qui sont amenées très rapidement à disparaître. Enfin, ils sont là, mais voilà, il y a aussi du périssable là-dedans, et c'est intéressant. Donc ça, c'est les tout premiers autoproduits. C'est pas tous les premiers, non, c'est pas les tout premiers, mais ça remonte quand même. C'est 94. Oui, c'est de la photocopie. Oui, mais on faisait attention à l'objet quand même. Enfin, on a sorti une cinquantaine, une soixantaine de... Je n'ai pas fait l'inventaire, mais... Une bonne soixantaine. Est-ce qu'on peut Voilà. les faire circuler? Bien sûr. Je pense qu'aussi, il y avait... je sais pas, je sais qu'actuellement, par exemple, quand on est dans le magasin de photocopie, c'est beaucoup moins souple pour apporter son propre papier. Il y avait une facilité à l'époque, je ne dis pas, ne serait-ce que d'amener du calque, l'imprimette et le photocopier étaient On a cassé les photocopieurs. Ouais, il y a eu toute une période comme ça de négociation avec C'est votre faute. Strict Laser, tout ça. Mais ouais, il y avait aussi des machines qui faisaient des encres de couleur, juste une couleur par exemple, pour mettre du papier noir. Enfin, il y avait des choses très simples qu'on pouvait faire directement au magasin. Un peu plus compliqué aujourd'hui. Je pense, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est mieux d'avoir un maximum de matériel avec soi. Psycho, machine, réseau, je sais pas, ou un atelier à une école. Enfin, ça se passe plus comme ça que aller à l'aventure, faire des photocopies. C'est peut-être dû aussi au fait qu'avant il y avait un côté plus artisan dans les gens qui tenaient Les magasins de photocopie, où c'était une personne qui a décidé d'ouvrir cette boutique. Maintenant, on constate que c'est beaucoup des grosses chaînes. Oui. Donc, je pense que ça joue aussi. Et j'ai une question, est-ce que vous êtes autodidacte ou vous êtes passé par une école d'art Justement, on a fait les arts appliqués. Les arts appliqués, d'accord. C'est là où on a commencé Moto, à Estienne et ensuite à Duperré. Estienne en 91, Duperré à partir de 92. Ceci dit, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment quelque chose d'important dans ce qu'on a fait, ces écoles. Enfin, pour moi, l'école, c'est surtout un endroit où on s'est rencontrés, où on a commencé à avoir envie de faire des choses, mais en réalité, le graphisme, on ne l'a pas appris à l'école, on était dans des choses parallèles. Et d'ailleurs, c'était assez drôle, parce que quand on a passé 2 ans à Duperré, et quand il y avait les portes ouvertes, on avait notre table avec
avec nos productions, mais en réalité, on se rendait compte que ceux qui étaient dans des sections d'art graphique, ce qui n'était pas notre cas, nous on était dans quelque chose qui est un peu parallèle sur l'architecture, et étaient assez étonnés qu'on produise des choses et qu'on fasse des choses graphiques, alors que c'était pas ce qu'on apprenait directement dans cette école. Et du coup, enfin, c'est pas l'école qui est. En fait, on était autodidacte à l'intérieur de l'école. Voilà. J'ai envie de dire aussi, l'école vous donne les moyens et les machines quand même. Non, c'était pas réellement. Non, enfin, dans Estienne, on a fait un passage très, très court et un peu douloureux. on n'était pas dans le créneau. Enfin, voilà, on n'était pas dans ce qu'ils souhaitaient nous apprendre. Et voilà, ce qu'on a produit et ce qu'on a développé, on ne l'a pas fait grâce à l'école. On l'a fait grâce à encore une fois, c'est cette énergie qu'il y avait autour, à ces rencontres qu'on a fait. Mais moi, je ne dirais pas que c'est l'école qui a été déterminante là-dedans. Enfin, on aurait pu le faire en dehors de ces écoles d'art appliqué. C'était les années 90 en fait. Oui, c'est ça, oui. Oui. Parce que maintenant, si vous allez maintenant, c'est ça. Enfin, la seule fois où on a utilisé l'école, je dirais, c'est quand on allait aux Beaux-Arts, parce qu'il y avait effectivement les machines, qu'on connaissait quelqu'un qui était aux Beaux-Arts et qu'on avait la clé, mais on n'était pas du tout dans le cursus. Enfin, nous, on n'était pas inscrits aux Beaux-Arts, on allait squatter les machines. Et c'est pas eux ils nous ont donné les moyens sans le savoir. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que de voir comment les choses arrivent, les évolutions comme ça, les progressent. En fait, c'est aussi beaucoup par les synergies d'amitié les uns les autres, etc. Mais dans les écoles, à Estienne, là, maintenant, vous verrez, c'est tout ça. Et puis les écoles de Beaux-Arts et d'Art Déco, ils en font beaucoup, Oui, mais récemment... Ils utilisent les ateliers, les machines. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Mais récemment, il y a l'expérience de Paquito Golino qui a fait un workshop aux Arts Déco et qui était atterré parce que en fait, aux Arts Déco, ils ont des machines complètement incroyables, un atelier de sérigraphie énorme qui permet de faire des formats incroyables et quand on l'a vu le week-end d'après, il nous a dit mais cet atelier il est tout propre et les élèves n'osent pas l'utiliser. Voilà, et en fait, il n'y a rien qui se crée. Et quand il est arrivé en disant, bon, bah voilà, on va faire des livres avec son énergie, etc., il y avait quelques élèves qui s'étaient inscrits parce que ça les intéressait, mais ils n'avaient jamais utilisé les machines. Et là, ils ont produit des livres en une semaine, quelque chose qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire dans cette école. Et c'est pas... Encore une fois, ça se fait par réseau et par... Voilà, maintenant, je dirais que la vraie école, c'est quand on sort un bouquin en dernier cri, on ne lui envoie pas un projet, on va l'imprimer avec lui. Et ça c'est... Voilà, là il y a de l'énergie, il y a de la synergie, mais pour moi, l'école, ça n'a pas été ce lieu, ça a été le lieu de notre rencontre et de rencontre de plein d'autres gens, mais ça n'a pas été le lieu d'apprentissage de ça en tout cas. Voilà. Merci, mais j'avais pas dit ça. J'avais juste dit qu'à la fois il y a les connaissances, les affinités, les amitiés quand on dessine, on aime la bande dessinée, on connaît Bazooka pour les plus vieux, tout ça, et ainsi de suite. Vous-même, vous avez parlé d'associations, Jean-Christophe Menu, et puis après, on parle de Jean-Christophe Menu, puis enfin, il y a qui dans l'association? Il y a Manuel Arsenet, il y a Johan Sfar, on parle de Johan Sfar, moi tout le monde connaît Johan Sfar. Johan Sfar, maintenant, il dirige un atelier aux Beaux-Arts. On lui a confié un atelier pour apprendre la bande dessinée, faire la bande dessinée. J'espère qu'il en fait aux Beaux-Arts. Voilà. C'est tout à fait. Il a une propriété. Ce que je veux dire, c'est que souvent, là, je déborde un peu de ce que je veux dire. Là, on parle des fanzines et tout, donc là, on s'élargit. Se dire que c'est encore une expression parmi d'autres, hein, et on aborde plein de choses, comment on les conserve,
les écoles, Olivier Serre et tout, et j'en ai vu partout des croisés. Et puis les copains de Strasbourg, là, et j'en ai, je leur en achète. Ouais. Donc si vous voulez, c'est bien parce que c'est pour ça que j'ai posé la question, vous c'était les années 90, et c'était ça ma question, c'était parce que l'école, j'ai bien vu que c'était par affinité d'amitié, mais justement c'est intéressant, vous m'avez répondu, bah non, c'est pas l'école, elle vous prêtait pas les machines, elle voulait pas pouvoir faire ça. Maintenant, oui, voyez, on a progressé. On a Ça rencontré dépend des des écoles, étudiants ouais. à Lille qui, eux, se plaignaient justement que c'était pas du tout, en fait, enfin, que c'était beaucoup trop conformiste, qu'ils apprenaient rien, et que ce qu'ils apprenaient, c'était en dehors, avec justement des réseaux alternatifs. Donc eux, ils ont bien critiqué leur école. Mais ça dépend des écoles et des projets pédagogiques. Par exemple, si t'es intégré dans une école d'art et que tu suis le cursus comme il faut, c'est pas en opposition. Il y a quand même une histoire de contre-culture derrière, qui est très présente. À un moment où il y a oui, non, mais je suis d'accord. où il y a des ateliers pour des fanzines dans les Beaux-Arts de Strasbourg ou ailleurs, c'est une autre histoire. Oui, mais par rapport aux Arts Déco de Strasbourg, je veux dire, l'auto-édition aux Arts Déco de Strasbourg, maintenant, elle fait partie du cursus. C'est-à-dire que là, il y a une équipe pédagogique qui a mis vraiment en place ça, qui a expliqué aux étudiants, écoutez les gars, n'attendez pas de sortir de l'école pour faire le tour des éditeurs, tout ça, pour montrer votre boulot. Faites de l'auto-édition, utilisez les machines de l'époque, justement, et ce qu'on vous met à dispo, pour produire, si ce n'est du gravzine, de l'auto-édition. Alors c'est vrai qu'aux Arts Déco de Strasbourg, on n'est pas du tout dans le propos qui peut être abordé dans les publications du Dernier Cri, ou celle de Chevalier Couteau ou d'autres, mais il y a quand même effectivement cette mise à disposition de matériel et cette volonté de produire de l'auto-édition pour diffuser son travail. Donc c'est là où on rejoint un petit peu l'esprit, en tout cas si ce n'est du do-it-yourself, en tous les cas, parce que c'est du do-it-yourself un peu accompagné pédagogiquement, mais ça permet quand même ça a permis d'ailleurs de faire éclore une nouvelle génération de dessinateurs, illustrateurs, auteurs de bandes dessinées, qui peut-être n'auraient pas eu cette visibilité-là s'ils n'avaient pas fait au sein de l'école de l'auto-édition. Je pense par exemple à la revue Nyctalope, qui a été créée par Simon Roussin ou Marion Fayol, qui a publié énormément de dessinateurs, illustrateurs. Bon, c'est cette revue-là qui a permis de les faire connaître via le Festival d'Angoulême et ensuite de lancer un petit peu leur parcours en tant qu'auteur ou illustrateur. Et il y avait aussi une chose sur laquelle je voulais revenir, parce que tu parlais d'Internet tout à l'heure, et du fait qu'il y avait un retour, peut-être à force de dématérialisation, l'envie de toucher des objets concrets, édition limitée, tout ça des beaux objets, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu un petit creux, je pense, au début des années 2000. Il y a eu, entre 2000 et 2005, c'était un peu mou. Il y avait le Dernier Cri qui continuait, il y avait, c'était pas content, mais il y avait quand même des choses qui se passaient, mais il n'y avait pas une vraie dynamique. Et Internet, ça a permis, une fois que les outils de diffusion d'Internet et de commercialisation sur Internet ont été suffisamment maîtrisés, c'est-à-dire en gros quand PayPal s'est démocratisé, ça a permis à tout un tas de microstructures ou d'artistes eux-mêmes de pouvoir vendre eux-mêmes leur production sur le net. Et donc cette espèce de binôme qu'il y avait entre Jacques Noël et Willem qui se renvoyaient la balle, qui renvoyaient les coordonnées des éditeurs, tout ça, c'est vrai que l'utilisation de l'Internet, sa démocratisation, ça a permis d'élargir énormément le public. Pour parler d'un artiste, éditeur qui était présent avant Internet et qui a su l'utiliser, je pense à Blanquet, quand il a créé sa maison d'édition Identité d'artiste, au début, c'était en 2007-2008 par là. Lui, il faisait partie de la première équipe de la génération qui est arrivée au début des années 90 à produire ses premiers gravzines, Chacal Cluant, tout ça, qui était vendu par correspondance. Aujourd'hui, il n'est pas rare que sur certains livres qu'il va éditer via sa structure, il en écoule facilement 1000 jusqu'à 1500 exemplaires en les proposant à la vente directement sur Internet, et puis dans quelques lieux spécialisés, comme toujours le Regard Moderne, le Mont en l'Herbe ou notre galerie. Mais une grosse partie aujourd'hui de la diffusion se fait via Internet. Donc ça a été vraiment une bouffée d'oxygène, et c'est-à-dire que, parce que c'est chouette de faire ces gravzines, ces productions dans son coin, mais c'est encore mieux si on peut les diffuser, si les gens les voient, et si les gens peuvent les avoir chez eux, directement. Donc voilà, ça a été clairement
ça a contribué. Alors, on dit souvent que, évidemment, les libraires se plaignent de la concurrence des grosses plateformes de vente en ligne, etc. C'est vrai. Mais à la fois, bizarrement, c'est devenu une sorte aussi de bouffée d'oxygène et ça a régénéré quoi, un peu la scène underground, d'ailleurs, que ce soit en musique ou la scène graphique, ça a été un peu le même cas. Nous, c'est ce qui nous a intéressé en tous les cas quand on a créé la galerie, qu'elle s'est spécialisée dans le grapzine, enfin dans la scène graphique au sens large du terme, et donc où on voit effectivement du grapzine, et on expose surtout des auteurs qui viennent de cette scène-là. C'était de diffuser aussi à un plus grand nombre. On se disait que c'était dommage que de super artistes, parce qu'aujourd'hui avec Internet, plus rien n'est underground, quoi. Tout est overground. On a accès à tout, donc. Mais le côté underground, c'est quand même intéressant, même si c'est pas forcément quelque chose qu'on recherche. Et si on est très content, enfin moi j'étais très content quand la Bibliothèque nationale est venue nous voir pour nous réclamer des livres et pour qu'ils soient conservés, etc. Il y a eu une expo à la BNF, Regard Noir, qui mettait en parallèle cette production avec des gravures de Topor. Enfin, et ça c'est génial. Mais il y a toujours quand même, je dirais, un rapport un peu conflictuel et avec l'institution quand même. On est issu de l'underground, quelque part, on y est quand même, en le revendiquant ou non. Mais voilà, enfin, juste pour revenir sur le petit débat sur l'école tout à l'heure, enfin, juste une anecdote en passant qui est quand même assez parlante, puisque, comme je disais tout à l'heure, on a fait une année avec Léo à Estienne, et je disais que c'était une année assez douloureuse, parce qu'en fait, on y est rentré en se disant qu'on allait faire du graphisme et qu'on allait faire du livre, enfin qu'on s'intéressait à ça, enfin même si on n'avait pas encore envie de faire du livre, on était là-dedans. Il se trouve que dans l'enseignement qui était dispensé là-bas, on ne s'y est pas vraiment retrouvé, et en tout cas les professeurs ne nous y retrouvaient pas non plus. On était généralement plutôt cités comme mauvais exemple. Et donc ça a été une année, oui, assez douloureuse. Voilà. Et il se trouve que un an après, un an et demi peut-être, il se trouve que une des personnes, Anne-Frédérique Morer, qui participait, enfin qui faisait l'autoproduction avec nous, a été contactée par l'école Estienne à l'occasion de Porte Ouverte, et parce qu'on faisait du livre-objet. Et il voulait présenter ses livres dans des vitrines. Donc elle a évidemment parlé de l'autoproduction en disant mais voilà, il y a plein de choses, donc ok, vous m'invitez, mais faites une vitrine d'autoproduction. Donc ce qui a été fait. On a évidemment été invité au vernissage. Léo n'a pas voulu venir. Moi j'y suis allé. Moi j'y suis allé et je me suis retrouvé face à un prof qui était mon prof de graphisme un an et demi avant, qui m'a pas du tout reconnu évidemment, et qui au détour de la conversation m'a quand même glissé ce que vous faites c'est vraiment génial, j'aimerais beaucoup que mes étudiants fassent ça. Voilà, et ça c'est une anecdote, c'est en même temps drôle et triste. Sur le moment j'ai navigué entre le rire et les larmes, quoi. Mais c'est vraiment assez parlant du rapport qu'on a eu à ça. Voilà. Je ne pas. Je me sens pas précurseur, enfin je me sens précurseur de rien du tout, quoi. Enfin voilà, c'était juste une anecdote, je ne veux pas monopoliser la parole là-dessus. Mais ouais. Voilà. Ça dure, hein, le côté. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est justement le paradoxe, c'est que c'est justement, comme vous dites, c'est l'underground, on va dire ça pour aller vite. Après, tout d'un coup, c'est dans l'institution. Et donc, il y a beaucoup à dire là-dessus, hein, c'est vrai. Parce qu'à partir du moment où c'est dans l'institution, voilà. C'est ce que je veux dire. Et ça empêche de la créativité. C'est pour ça, quand tout à l'heure, vous m'avez répondu, oh, bah non, c'est pas une telle dichotomie. Ce que je veux dire, les gens qui vont dans les écoles d'art ou les écoles d'art à l'Estat, de toute façon, ils aiment dessiner, ils ont envie de dessiner, ils ont envie de fabriquer, tout ça.
Donc, ils prennent ce que l'école leur donne. Moi, je parle pas de votre époque de 90, hein, j'ai pas connu 90. Mais maintenant, ils prennent, et puis ce qui leur plaît pas dans l'école, ben tant pis, basta. Il faut le truc à côté. Mais ils ont le droit d'utiliser les machines, on les empêche pas. C'est ça que je voulais juste te dire. Hein. Juste te dire. Non, mais c'est pas un élément important. Ça dépend. Même en école d'art, oui, bien sûr qu'il y aura des censures, bien sûr. En tous les cas, pour rebondir sur ton anecdote, il se trouve qu'il y a 4 ans, je crois, l'école Estienne m'a invité à faire une conférence sur la scène graphique en anglo-française, dans laquelle j'ai parlé de d'autres productions. Donc, comme quoi, Oui, ceux qui n'ont pas de nous. la mentalité évolue. Quel est le statut du coup d'un gravine? Parce que c'est pas, il n'y a pas de numéro ISBN. C'est, alors tu disais que c'était tiré à 1500 exemplaires parfois. C'est quand même vendu, c'est pas gratuit. Parfois, Ouais, non, mais, du coup, il y a un statut particulier, même par rapport aux institutions, à la bibliothèque. Est-ce que du coup ça rentre dans le. Est-ce qu'il y a l'obligation d'en donner un exemplaire à la BNF? Ouh là là, je suis contente, monsieur, que vous connaissiez la loi. C'est super intéressant. Oui, c'est super intéressant. Là, c'est vraiment le cœur du sujet, puisque normalement, à la Bibliothèque nationale de France, ne rentrent en effet que les choses qui sont commercialisées, éditées, et donc on est à un ISBN. Et quand moi je suis arrivée en 80, après Regard Noir, hein, je n'ai pas assisté à cette exposition, je suis arrivée là-dedans, et justement ce qui m'intéressait dans cette production, c'était qu'il n'y avait pas d'ISBN, qu'il n'y avait pas de réseau d'édition et pas de réseau de diffusion. Et c'est vraiment, moi aussi je suis tombée là-dedans. Donc en fait à la BN, la difficulté ça a été qu'on ne pouvait pas les récupérer justement, c'est-à-dire normalement lorsqu'il y a un ISBN, l'éditeur en dépose, à l'époque c'était un éditeur devait déposer 5 exemplaires, on est arrivé à 1 aujourd'hui. Mais donc nous, la difficulté pour les gravesines, c'est qu'il n'y avait rien du coup qui arrivait. Donc justement, moi j'avais pour défendre ma position et ma croûte, on va dire, à la Bibliothèque nationale, c'était de dire l'ABN c'est la collection patrimoniale française, on est là pour défendre l'histoire du goût à un moment donné, et c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui a été produit à toute époque, et c'est ce que je disais aux artistes, et je disais venez déposer vos productions, parce que c'est ça aussi, ça a été fait à une époque, et ça doit être dans les collections patrimoniales. Donc ce que je faisais, c'est qu'à ce moment-là, j'allais soit dans les salons, ou soit je rencontrais parfois, j'ai plutôt rencontré Léo, non, j'allais rencontrer parfois les artistes, et alors la difficulté, comme j'étais hors dépôt légal, en plus, c'est que je n'avais pas de budget d'acquisition. Donc c'était encore plus ingrat. J'allais les voir, je leur disais, c'est la BNF, mais j'ai pas de budget, si vous voulez bien m'en donner un ou deux. Voilà, donc la collection, c'est aussi créé comme ça, et parfois c'est arrivé aussi qu'il y ait des acquisitions, mais pas si souvent que ça. Quoi. Alors, voilà. Des fois. Non, voilà. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin, pardon, Jean Pesto, ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin, la collection, comme arrive ici un peu plus rapidement, a pris un peu d'ampleur et surtout de reconnaissance, mais de l'extérieur. C'est-à-dire, la reconnaissance n'est pas venue de l'intérieur. Et du coup, j'ai demandé un petit peu de budget. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir acheter parfois ou compléter des choses des années 90 ou 80, puisque nous, la particularité par rapport à Forney, c'est qu'on a une collection qui est plutôt sur les années 80, 90, c'est-à-dire, on va dire, je ne dis pas les précurseurs, moi je dis voilà, c'était ces années-là. Et Forney, du coup, vient compléter avec des choses qui sont plus contemporaines. Enfin, voilà. En tout cas, donc, on n'avait pas cette histoire d'ISBN. Ce qui n'a pas été simple, hein, parce que du coup, quand je les cataloguais, je disais, bon, alors je les mets où? Je les rentre en quoi? Alors, on disait, voilà, c'est rien. Bon, tant pis, on les rentre en dépôt légal. Pourquoi on les rentrait en dépôt légal alors que c'était pas ça? C'est parce qu'au moins le chiffre était reconnu. Alors si on l'avait rentré dans les dons, il n'y avait pas de visibilité. Donc voilà, donc vous êtes tous rentrés en dépôt légal, ce qui est complètement faux. Donc voilà, donc on faisait comme ça et voilà, je ne sais pas si j'ai un peu extrapolé, mais c'est juste pour expliquer comment c'est arrivé, voilà, comme ça. Et ça continue comme ça? Alors, c'est la question. Alors,
Comment expliquer Moi, j'ai dû quitter la collection, je m'en suis occupée pendant 15 ans, comme je vous dis, complètement par hasard. Puis en fait, parce que ça me passionnait, bon voilà. Et j'ai dû quitter pour des raisons X ce poste. Et donc maintenant, je n'ai pas... Le service où j'étais en plus avec quelqu'un à la tête qui s'intéressait peut-être aussi à ce domaine, et on s'aperçoit dans le monde des bibliothèques, comme dans le monde en général, que bien souvent un service, si on a quelqu'un qui est passionné par un domaine, il y a des choses qui vont rentrer en masse, même si on parle de dépôt légal et même si on parle de Bibliothèque nationale de France. C'est-à-dire qu'une collection a une couleur en fonction de la personne qui est à la tête. Enfin, moi, je m'en aperçois de plus en plus. Donc, je n'ai pas la prétention de dire que j'avais donné une couleur, mais toujours est-il que maintenant, la couleur s'est un peu effacée. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas franchement de relève. Et moi, je dis toujours quand même aux artistes, il faut quand même continuer à déposer parce que c'est quand même inventorié et puis ça rentre dans les collections. Et puis, il faut le faire parce qu'il faut vraiment que la collection patrimoniale ait cet enrichissement et cette vision à un moment donné, à une époque. Il y aura toujours... voilà, donc il faut... donc on continue... C'est difficile à dire, quoi. Enfin, je peux pas... C'est... voilà. J'espère qu'un jour, il y aura peut-être un peu plus de moyens. Mais les moyens aussi, il y en a, mais on a aussi une telle masse de travail dans les institutions que moi, je faisais ça en plus de mon travail. Et il y avait des moments où je disais, surtout, ne me déposez pas tout. Ouh là là, je ne pourrais pas le faire et je ne pourrais pas m'en occuper. Donc il y a aussi il y a des contraintes qui sont liées au fait que maintenant, on archive aussi des sites internet, qu'on catalogue. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un travail un peu... voilà. Donc ça, je ne dis pas qu'on n'aimerait pas le faire, mais c'est pas si simple, quoi. Voilà. Bon, j'ai un peu ça pour dire. En fait, ce que Lise évoquait, c'est une vraie problématique dans nos métiers de bibliothécaire, parce que ce sont des fonds qui sont underground, marginaux, il y en a encore très peu en France. Mais enfin, là, je me rends compte depuis un an que je prends contact avec d'autres bibliothèques dans d'autres villes où les fonds de fanzine sont en train de se développer. Ça reste encore marginal, mais c'est une nouvelle tendance, je pense, qui est liée aussi au retour du fanzine papier, la grande explosion. Et donc la problématique qu'on a, c'est que souvent, ces fonds très spécifiques tiennent sur la personne qui s'en occupe. Donc ce qui s'est passé à la BNF, parce que Lise a été mutée, elle a dû partir elle n'avait pas choisi. Moi j'ai des collègues aussi qui me disent à Fornay, j'espère que tu ne vas pas partir tout de suite, parce que c'est nous qui va s'occuper du fond, voilà. À la médiathèque Marguerite Duras, c'est un petit peu le problème, parce qu'au départ, la personne qui s'occupait qui avait fait rentrer les gravesines, enfin les fanzines, au sein de la bibliothèque, était passionnée par le domaine, et au fur et à mesure que d'autres personnes sont arrivées pour s'occuper de ce fonds, c'est arrivé aujourd'hui où la personne qui s'en occupe ne veut plus s'en occuper. Donc c'est un fonds mort, vu que fonctionnait par don, que le partenariat avec l'association Papier Gâché s'est arrêté. C'est un peu une patate chaude, ils ne savent pas quoi en faire. Moi j'avais proposé de récupérer tous les gravesines, mais ils ne veulent pas disloquer le fonds, enfin bon, c'est tout un pataquès. J'en profite aussi pour faire une petite parenthèse. C'est que du coup j'ai fait un peu la passionnariat des fanzines dans le réseau des bibliothèques. Et il y a un domaine où il y a énormément de fanzines, ce sont les fanzines musicaux. Donc des collègues de la médiathèque musicale des Halles, qui se trouvent dans le forum des Halles et spécialisés dans la musique, ont décidé aussi de faire rentrer les fanzines, donc les fanzines de musique. Si c'était pour information, s'il y a des gens que ça intéressait. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans leur cave, ils ont retrouvé 2-3 cartons qui n'avaient pas été ouverts depuis des années, avec des fanzines de musique des années 80 à 90, des fanzines qui sont devenues collector aujourd'hui, et que personne n'avait jamais traité. Donc au fur et à mesure, c'est peut-être des gens qui avaient fait un don en disant nous on a un fanzine de musique punk ou de musique garage ou peu importe, donc on vous le donne comme vous êtes spécialisé dans la musique, et comme personne s'était penché dessus, ils ont fini dans la cave.
Donc c'est une bonne nouvelle aussi, une autre bibliothèque qui fait rentrer des fanzines spécialisées. Peut-être on peut rebondir aussi sur maintenant la notion de business qui commence à se faire sur les gravzines, parce que les gravzines les fanzines, par essence, sont édités en petite quantité, parce que justement il n'y a pas beaucoup de moyens à la base, hein. C'est le principe du DIY, do it yourself. J'ai pas forcément les moyens ni les techniques, mais je le fais par moi-même. Donc on va dire en moyenne, un fanzine sort entre 30 et 300 exemplaires pour donner une fourchette approximative. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus, mais je pense qu'on est dans la moyenne. Donc ce sont des objets qui deviennent très vite épuisés. Et on assiste depuis quelques années déjà sur la première vague, les fanzines Bazooka ou fais-le toi-même si t'es pas content, hein, c'était ça les fanzines qui sont arrivées après. De la spéculation immobilière. Là je vois Laurent, pas immobilière, financière, pardon. Laurent a dans les mains une revue qui s'appelle Hôpital Brut, qui est éditée donc par Le Dernier Cri. Donc on a beaucoup évoqué Paquito Bolino et Le Dernier Cri. Je ne sais pas si tout le monde sait qui sont ces personnes. Voilà. Je ne regarde pas par là parce que je sais que les gens savent. En fait, pareil, Paquito Bolino, dans les années 90, ça a commencé à faire des fanzines en sérigraphie, avec sa compagne de l'époque, Caroline Sury. Ils sont descendus à Marseille, ils ont créé Le Dernier Cri, et on peut dire qu'aujourd'hui, il fait partie des artistes phares du milieu des gravzines. Donc cette revue, Hôpital Brut, là, le numéro 9 ou 10, le dernier qui est sorti, est devenu, les premiers numéros sont devenus collector. En fait, ce sont comme un magazine avec tous les artistes de la scène actuelle graphique. Donc c'est très dense, ça va dans tous les sens. Parce que une des particularités du Dernier Cri aussi, c'est le côté ça pique. C'est-à-dire, on fait beaucoup de gravzines en couleur fluo, très provocateur. Et donc pour revenir à ce que je voulais dire, c'est les premiers numéros de Hôpital Brut montent jusqu'à plus de 1 000 euros. Les collectionneurs se les arrachent. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un libraire galeriste qui lui fait il s'est spécialisé dans les fanzines des années 80-90 qui n'existent plus, et il les vend à des prix qui sont multipliés par 3 ou 4 par rapport à l'époque où le fanzine était sorti. Donc je ne sais pas si vous avez envie de rebondir là-dessus, donner votre avis. Juste préciser qu'au départ, un gravzine n'était pas forcément fait pour être conservé non plus, quoi. C'est ce qui fait aussi sa rareté et forcément son prix, quoi. Quand on voit certains gravzines, je pense à ce qu'a pu faire Y5P5 à la fin des années 80, un format A6 qui était photocopié à 50 exemplaires, qui tenait dans la poche arrière d'un pantalon, quand on tombe dessus 30 ans après, on est content, quoi. Parce qu'effectivement, d'autant s'il n'est pas arraché, s'il n'est pas carné, s'il n'est pas taché, enfin bref, s'il est dans un état quasi nickel, ce qui est important quand on est collectionneur, forcément ça a un prix, quoi. Mais bien insister sur le fait que je ne suis pas certain que certains artistes, quand ils ont fait des gravzines, on n'appelait pas ça gravzine d'ailleurs à l'époque, hein, je ne sais pas comment on appelait ça, mais gravzine c'est un mot qui est quand même assez récent finalement. On appelait ça des fanzines, je pense. Ouais, fanzine, ouais, voilà, c'est ça. Et je pense pas qu'ils avaient cette idée, pour certains, de passer à la postérité aussi. C'est-à-dire qu'ils concevaient quelque chose dans l'instant qui avait quand même un côté éphémère, quoi. Et les retrouver plusieurs années après. Le libraire dont vous parliez, il m'intéresse, c'est qui?
Il aurait bien aimé être présent ce soir, mais il n'était pas disponible. C'est un monsieur qui s'appelle Michael Sexic. Il a une boutique qui est rue du Cardinal Lemoine. D'accord, ok. Que dans ta petite visite demain pour étoffer ta collection. Je l'ai rencontré, enfin, virtuellement, on s'est rencontré il y a peu de temps. Oui, il est très sympathique et même s'il fait un certain business sur les Gravezzines, on sent quand même qu'il est passionné. Ouais, avant tout. Et quelques fois où je l'ai rencontré, au bout d'un moment... 50 € des bouquins du dernier cri qui sont vendus 10 balles sur le site du dernier cri qui sont disponibles. Oui, des fois, il y a des petites erreurs de J'avais juste une dernière question. Parce que toi, ça fait très longtemps que tu achètes des fanzines, donc forcément tu en as qui sont devenus collecteurs. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ça t'arrive des fois de mettre une somme assez importante pour acheter un fanzine que tu n'avais pas dans ta collection, ou est-ce que tu continues à étoffer ta collection avec des choses contemporaines? Les deux. Les deux, bien sûr, mais je ne m'interdis pas d'acheter des choses qui sont faites aujourd'hui. J'achète plein de choses qui sont faites aujourd'hui, même si effectivement, moi ce que je préfère, c'est ce qui se faisait fin 80, on va dire jusqu'à fin 90 à peu près. C'est vraiment la période que j'affectionne le plus. C'est aussi affectif puisque c'est la période qui correspond à celle où moi j'ai découvert le Gravezzine. Donc j'ai forcément un lien, puisque je parle de lien en fait, c'est très affectif en fait. Je considère que j'ai un lien avec certains artistes qui fait que je vais préférer certains numéros, et là pour le coup effectivement je peux mettre le prix, oui, bien sûr. Ouais. Mais j'économise, hein. Enfin, je veux dire, je m'attends toujours à ce qu'on me propose quelque chose. En fait, j'ai une liste sur mon site, une liste de recherche, donc je m'attends et j'espère même parfois qu'on me contacte pour me dire, ben voilà, moi j'ai ça, quoi, ce qui arrive quand même assez régulièrement. Donc après, bon, il y a aussi des gens qui spéculent, bien sûr, hein, qui ont quelque chose entre les mains et puis tout de suite qui vont s'imaginer que ça vaut des milliers des cents, quoi. Donc bon, forcément, en étant collectionneur depuis un certain nombre d'années, j'arrive quand même à estimer un peu, grosso modo, quoi, ce que peut valoir un Gravezzine, et si je considère tout simplement que c'est trop cher pour moi, je ne l'achète pas, quoi. Mais très souvent, ça vient de collectionneurs qui, pour des raisons financières ou autres, vont se séparer d'un bouquin et qui donc sont prêts à faire un geste, quoi, parce qu'ils sont aussi rassurés que ça reste entre les mains d'un collectionneur, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas uniquement le côté spéculatif, quoi. Et quand c'est le cas, je refuse tout simplement, quoi. Je pars du principe qu'on me le reproposera, même, je dis ça en même temps. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'une trentaine d'exemplaires, mais il y en a pour qui ça va être 10 exemplaires. Je pense à Ard, le livre culte de Blanquet qui est entièrement fait à la main, peint à la main, il a dû faire 12 ou 15 exemplaires, je ne sais plus. Celui-ci, quand on me l'a proposé il y a 3 ans maintenant, j'ai dit ok avant de demander le prix, quoi. Voilà. Parce que je savais qu'on ne me le proposerait pas, quoi. Enfin, c'est jamais arrivé depuis en tout cas. Voilà. Pardon? Bon, pas cher, il m'a coûté 350 €. Maintenant, ils vont plus. Ah bah j'imagine. Ah mais il m'a fait un prix. Ouais, okay. Non, mais c'est sans donner son nom, mais enfin, j'ai eu la chance effectivement de rencontrer un collectionneur à qui j'ai donc acheté Art, entre autres. J'ai acheté pas mal de choses de Blanquet qui me manquaient, et je suis tombé, pour ceux qui connaissent, sur quasiment l'intégralité de la collection Microbe chez Angarois. Voilà. Donc ça pour le coup c'est vraiment du Gravezzine, parce que pour certains exemplaires ça va d'une trentaine. Alors, il n'y a aucune règle dans cette collection en fin de compte, c'est-à-dire qu'il y a certains numéros qui ont pu être tirés, numéros si on peut dire, parce que c'est vraiment des petits livres en format boîte d'allumettes, donc ils sont quand même très fragiles. Et en plus pour certains avec une couverture qui est collée, qui est peinte à la main, il y en a d'autres qui sont amusés à coller des papiers de bonbons, ce genre de choses, donc les avoir aujourd'hui dans un état nickel c'est d'autant plus rare. Mais là c'est l'état dans lequel on me les a proposés, donc là effectivement j'ai sauté dessus sans trop réfléchir au prix. En plus le prix, moi je considère qu'il est pas intéressant. Je voudrais intervenir, si c'est possible, à un moment donné ou à un autre. Souvent. Oui. Je voulais revenir par rapport au dépôt légal. Moi, je suis plutôt des années 70. Et donc, quand on faisait les années 70, c'était pas tout à fait la même ambiance que par la suite. Et quand on faisait des revues Renéoté ou autres, si vous voulez, le dépôt légal,
c'était un moyen de ficher les gens. Et on détestait absolument le dépôt légal. Parce que c'était un moyen. Alors après, c'est passé, moi, quand j'en ai fait j'ai édité quelques publications et où j'ai été, mais c'était au palais de justice, hein, il fallait aller au palais de justice pour faire un dépôt légal, ça n'avait rien à voir, me semble-t-il, avec la Bibliothèque nationale. En tout cas, ce n'était pas du tout les locaux de la Bibliothèque nationale. Pour faire le dépôt légal. Donc pour nous, c'était vraiment un moyen de fichage. Et pour faire un lien avec la vidéo, par exemple, il y avait eu des groupes à un moment donné de vidéos, puisque les magnétoscopes à bande sont apparus et on filmait en vidéo. Et donc il y a la BNF qui nous a contactés aussi, donc ça s'appelle la vidéo des premiers temps. Il n'y a pas que la BNF, hein, je crois qu'il y a Saint-Denis aussi, bon, il y a tout un consortium qui essaye de récupérer. Maintenant, ça devient du patrimoine. Voilà, ça devient du patrimoine. Et donc par rapport aux revues, donc moi j'ai fait des revues dans les années 70, je me suis arrêté au milieu des années 80, par là. Et donc le problème des fanzines, c'est effectivement, on s'en foutait complètement de... nous c'était du vécu. C'était simplement du vécu. Et donc il fallait que ça passe de main en main, que ça soit lu, etc. Et effectivement, tout ce qui était collectionneur, on s'en foutait. Par contre, je ne me fous absolument pas de tout ce qui peut éventuellement servir aux autres encore, et ça ne peut être que par le biais, aujourd'hui, de la BNF, qui s'en occupe, ou d'autres institutions, ou la bibliothèque fournée. Par contre, le problème des collectionneurs, s'ils le mettent à disposition éventuellement de chercheurs ou autres, ça passe. Si c'est pour faire du business, pour moi, ça passe toujours pas. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu évoquer. Mais c'était, ce que je voulais dire quand même, c'était réellement, c'est vraiment du vécu, c'est de la griserie. Je l'ai entendu un petit peu tout à l'heure avec une histoire d'occupation d'imprimerie. Mais nous, en 1976, pour faire notre diplôme, on a occupé l'imprimerie des Beaux-Arts, on franchissait la grille la nuit, on avait eu un double de la clé, et on a fait notre diplôme un peu spécial aux Beaux-Arts. Voilà. Bon, c'est juste anecdotique, mais c'était surtout par rapport à l'époque a un peu changé. Aujourd'hui, la BNF, moi j'irais sans problème faire un dépôt légal dans les années 67. Et, autre anecdote, et j'arrête, on faisait des publications renéotées, des festivals de musique et autres. Bon, et à cette occasion, on mettait à disposition plein de machines Gestetner, Néo et autres, et c'est le public qui faisait sa propre revue, qui aujourd'hui va cher, effectivement. Bon. Mais moi, en descendant avec le paquet des revues dans mon sac, je me suis fait arrêter par les flics à l'époque, Poniatowski ou autre, je ne sais plus qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque, et confisqué. Donc c'était cette période-là quand même. Voilà. On comprend les réticences. Les temps ont bien changé. Oui, pour revenir pour la question du business que tu évoquais tout à l'heure, ou ce qu'on peut appeler le second marché, c'est-à-dire, parce qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a les éditeurs, artistes qui ont leur production, qui les amènent dans des lieux, librairies, galeries, pour les vendre sur le moment. Et puis après, il y a effectivement des collectionneurs et des libraires spécialisés dont le job, c'est de fournir des livres à ces collectionneurs. Alors, le marché du livre, de la collection, d'une manière générale, que ce soit la collection de livres, de bagnoles, d'art, tout ce qu'on veut, c'est un marché qui a horreur du vide. C'est-à-dire que les prix ont commencé à monter à un moment donné sur les publications Bazooka, par exemple, quand des libraires qui étaient spécialisés dans les livres sur les situationnistes, sur les publications Dada, tout ça, la matière première a commencé à manquer, quoi, tout simplement. Il n'y avait plus de livres ou très peu disponibles sur le marché, puisque ceux qui étaient en collection, les gens les gardaient. Donc du coup, ils se sont mis aussi à chercher des publications proches dans l'histoire plus récente. Et donc là, on arrive aux années 70 avec Bazooka. Et effectivement, le libraire qui a commencé à marquer des prix très très forts sur des séries complètes de Robert Morin ou de bulletins périodiques, c'était au départ un libraire spécialisé vraiment dans le dada et le surréalisme. Bon, ensuite, à partir du moment où il y a des catalogues qui sont édités,
que les livres sont vendus à des prix relativement élevés, puisque une collection complète de Regard moderne, il y a 5 numéros plus le numéro 0, ça coûte, allez, suivant l'État, entre 2500 et 3000 euros aujourd'hui. Quand ces publications se vendent à ces prix-là, ça devient compliqué ensuite pour des collectionneurs qui les ont, qui veulent s'en séparer, de les vendre moins cher, puisqu'ils disent « Ah oui, ça s'est vendu à ce prix-là ». Donc du coup, si moi je vais mettre ma collection en circulation, j'aimerais bien en récupérer une somme assez conséquente, ce qui peut s'entendre, hein, c'est normal. Alors c'est vrai que parfois, il faut bien faire attention à ce que l'on vend, à quel prix on le vend, parce que comme ce sont des maisons d'édition, tu parlais du dernier cri tout à l'heure, qui ont encore des livres qui sont sortis il y a 10, 12 ans, ou qui sont encore disponibles en fait chez l'éditeur, c'est vrai que c'est un peu rageant de les voir marqués chez un libraire, spécialisé ou non, à des prix qui sont des prix de livres de collection, alors que le bouquin est encore disponible. Bon. Chez un libraire, le numéro 9 de Pittsburgh, il était épuisé quasiment à sa sortie, puis il y avait aucun participant d'exemplaires quasiment. Tu vas le retrouver sur le second marché, peut-être très cher. Tu vas en trouver un ou deux exemplaires, je ne sais pas, ou des Ardents à Lyon par exemple. Exactement, parce qu'il est encore en circulation. Parce qu'il ne pas, c'est trop cher. Voilà. Et je pense qu'il faut faire attention là-dessus. C'est vrai que nous, ça nous arrive, parce que bon, dans la partie librairie de la galerie, on essaie de proposer un rapide coup d'œil historique quand même de ce qui s'est fait sur le gradine. Il y a beaucoup de productions actuelles qui sont liées aux artistes de la galerie. Il y a les publications liées aux artistes qu'on a exposés avant, ceux qu'on va exposer après. Et puis on essaye toujours de glisser, de proposer aux visiteurs qui viennent à la galerie, parce qu'on a beaucoup d'étudiants, on a la chance d'avoir beaucoup de fréquentation et donc beaucoup d'étudiants qui viennent. Alors ils viennent pour voir une expo, pour voir un petit peu ce qu'il y a dans les bouquins, et puis on essaye de donner quelques indications, c'est-à-dire on laisse toujours traîner un bazooka, un livre de Futuropolis dans les rayons, des bouquins d'Hervé Di Rosa par exemple, voilà, parce que ça nous intéresse aussi qu'il y ait vraiment une vision comme ça, un peu chronologique quand même, de cette production-là. En tout cas, qu'il y ait des repères de ce qui s'est fait avant. Alors, tu me parlais de... nous, ça nous arrive, du coup, comme on est un peu spécialisé dans cette scène-là, que les collectionneurs nous proposent des collections pour qu'on les revende. On a revendu un certain nombre. Et donc là, pour le coup, vis-à-vis du collectionneur qui nous revend ce que je disais tout à l'heure, qui nous revend sa collection, on doit faire attention à ce au prix qui se pratique ailleurs, pour pas que lui se sente lésé, ou qu'il pense au contraire qu'on a dit qu'on avait vendu, je sais pas, un Gravzine 200 €, alors qu'en fait on l'a vendu 500, etc. Enfin, c'est vraiment hyper compliqué ce genre de relation, mais on le fait aussi, parce que nous-mêmes on est collectionneurs, donc ça nous permet de compléter notre collection, et puis ça nous permet de les proposer à un réseau d'acheteurs qui sont soit des collectionneurs privés, mais aussi des collectionneurs publics en France, ou des collections publiques en France ou à l'étranger. Donc voilà, je dirais que c'est un peu à partir du moment où une production artistique, ou là, en l'occurrence artistique, et à la fois qui se matérialise sous la forme d'objets livres, devient visible dans l'institution, devient visible sur le second marché, il y a forcément une flambée des prix, parce que là on parle effectivement du tirage vraiment critique. Voilà. Justement, tu parlais du dernier cri tout à l'heure, comme quoi il faisait des gravzines ou du fanzine. En fait, ce sont des livres. Oui, avant tout, c'est des livres. Peut-être pas de tomber dans le piège de définir les choses par non, parce que c'est vrai que c'est un peu un piège, ce truc. Ouais. Mais en l'occurrence, oui, ça c'est tiré à 666 exemplaires. Mais voilà, c'est pas confidentiel non plus. On parle de choses qui sont. Enfin, on veut passer d'un exemple à un autre. C'est pas la même production, c'est pas tout simplement pas le même tirage, quoi, bien sûr, l'importance. Et ça, c'est à prendre en compte c'est à prendre en compte de considération. Oui, tout à fait. D'où sa spéculation, ou simplement, comme tu disais, les livres ils sont encore là. Je parle du dernier cri, en archive, enfin dans les stocks ils sont là, il y en a qui restent.
des années et des années. Ouais. Mais il s'épuise de plus en plus vite, quand même, malgré tout, je trouve. Ça dépend des livres, en fait. Ouais. C'est très aléatoire. Très Et mystérieux. pour autant, Paquito parfois pourrait faire des tirages plus importants et le livre se vendrait très vite. Enfin, il y a un livre qui a été épuisé, il savait que ça serait épuisé. Oui, parce qu'il fait un travail. Mais parce qu'il reste, il reste dans cette idée de. Bah oui, d'apprendre. mais bon, s'il publie un film de Chardon, il va tirer 5000. Il ne fera pas de retirage, alors qu'il non, sait que s'il en fait 5000 autres, le dernier cri, c'est vraiment un cas particulier, parce que c'est un éditeur, mais il ne fonctionne pas comme les autres éditeurs, c'est-à-dire qu'il n'a pas de distributeur. Donc là, voilà, c'est une notion, ça va comme on fait du gravine, la distribution, c'est ceux qui font l'objet qui s'occupe de la distribution. C'est aussi le problème d'ailleurs, c'est parce que bon, je rebondis un peu là sur ce qu'on a dit auparavant, mais on s'est arrêté au bout d'un moment. Il y avait aussi ces contraintes à prendre en compte. Le fait qu'on s'est arrêté, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même contraignant de s'occuper de la diffusion quand on fait ça d'abord pour le plaisir, par l'envie de faire découvrir des gens. Et on a tendance à augmenter les tirages, d'arriver justement à 300 exemplaires. C'est pas évident. Enfin, on s'arrête là où il n'y a pas de plaisir, enfin, dans ce domaine-là. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a fonctionné. C'est que quand l'intendance a pris le dessus sur le plaisir juste de le faire, enfin, à la limite, on a sans doute à un moment donné pris plus de plaisir à faire des tirages de 50 bouquins qu'on pouvait amener dans 4-5 librairies à Paris, et il y en a sûrement moins maintenant, quand il fallait les envoyer, et puis voilà, on s'épuise, et puis quelque part c'est éphémère et sans doute tant mieux. Hein. Et un livre comme ça, c'est imprimé comment? C'est l'offset qui est sérigraphie en couverture. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe du gravesine au livre? C'est uniquement le nombre d'exemplaires ou la diffusion? Qu'est-ce qui fait? À un moment donné, vous faites un gravesine ou vous faites un livre? C'est très poreux. À quel moment on met un ISBN? Non, parce que si on fait un gravesine tiré à 1000 exemplaires, il y a pas de version qui est diffusée. Le problème de l'ISBN, nous, la première fois qu'on a été contacté par la BNF, alors c'était pour nous relativement incongru. Un jour, je reçois un coup de fil, c'était Marie-Hélène Gâteau à l'époque. En fait, ils avaient décidé de créer ce fonds. Ils ont été au Regard Moderne et Jacques Noël a donné les numéros de téléphone en disant si vous cherchez ça, appelez-les, quoi. Moi, on m'appelle un jour, voilà, on va faire des dépôts, les gars. Ça m'avait jamais effleuré l'esprit. J'avais pas, moi, forcément de raison d'être contre. Mais bon, j'ai compris la démarche, et en même temps, on n'envoyait pas nos bouquins à chaque fois qu'on sortait un gravesine, un livre, on peut l'appeler comme on veut, enfin voilà. On allait l'amener, en vrai, et on me posait des questions sur qui est l'auteur, quelle connexion avec les autres petites éditions, et voilà, et ça me semblait super intéressant, parce que d'un coup, ça allait être quelque part répertorié. Voilà, même si ce n'était pas l'intention première, moi personnellement j'ai trouvé ça intéressant, et ce qui nous a même poussé sur les derniers bouquins, on a des numéros d'ISBN. Après, effectivement, au dernier cri, il n'y a pas de numéro d'ISBN. Bon. Mais il dépose. Voilà, après, la différence entre je ne sais pas si c'est le numéro d'ISBN qui fait la différence entre un livre et un gravesine. Gravesine, on parle de gravesine depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? L'appellation, en tout cas, c'est pas quelque chose qui nous a préoccupés. Et la frontière est très poreuse, comme
je disais tout à l'heure, la frontière entre quelqu'un qui va faire de l'auto-édition, un éditeur comme le Dernier Cri, qui n'est pas dans tous les codes de l'édition, en termes de retirage, en termes de diffusion, et puis même jusqu'à des éditeurs indépendants. Alors, ça a pu évoluer, ça a pu changer, mais à un moment donné, on parlait de l'association tout à l'heure, c'est aussi... Enfin, voilà, où s'arrête le gravzine, où commence le livre? Enfin, moi, j'ai pas de réponse à ça. C'est pas la diffusion, justement, c'est pas le mode de diffusion qui crée quand même une vraie différence. Je sais pas, il y a plein de facteurs, mais... Le tirage aussi. Quand on avait fait Grosso, c'est plusieurs choses. Ce matin, je vais lire gravzine, je vais faire le livre. Oui, c'est ça. Voilà, alors au début, c'est très artisanal en photocopie, même ça, c'est de la photocopie, mais on avait quand même, à un moment donné, le souci de faire quelque chose qui puisse se diffuser, en tout cas, et se diffuser dans le sens où il y a de l'intérêt d'une autre personne. Enfin, voilà. J'ai l'impression aussi que dans la notion de fanzine, gravzine, il y a justement ce côté, on n'attend pas qu'on vienne te chercher en disant c'est super ton travail, j'ai envie de faire un livre de toi. Il y a cette notion, je le fais, j'attends pas qu'on vienne me chercher. Et on n'a pas été démarcher des éditeurs ou même d'autres personnes qui faisaient des gravzines. On n'a pas été on a été les voir parce qu'on s'est rencontrés, parce qu'on a fait des choses ensemble, mais la démarche c'était pas moi j'aimerais bien passer des dessins dans ton truc. C'est qu'à un moment donné, si on avait envie de le faire, effectivement on le faisait. C'est ça le point de départ. Je sais pas, c'est peut-être que tu as une idée sur les frontières. Oui, très concrètement, nous, parce que moi j'ai un site internet, donc je suis obligé de catégoriser forcément, comme en bibliothèque, j'imagine. Et il y a forcément un moment où je me pose effectivement la question, très concrètement, moi j'ai une catégorie livre, dans laquelle on peut mettre un gravzine comme on peut mettre un album bande dessinée classique. Après j'ai deux sous-catégories, j'en ai une album et une gravzine, donc finalement, et j'en ai une troisième artbook, donc finalement qu'est-ce que je vais mettre dans l'autre? C'est assez compliqué, donc je dirais l'essentiel c'est que je les retrouve moi, quoi. Voilà, c'est tout. J'ai mis un moteur de recherche pour qu'on puisse rechercher par titre ou par auteur, voilà, pour que chacun finalement puisse accéder à ce qu'il cherche de la manière qui lui semble la plus intuitive, quoi. Voilà. Après, moi c'est très concret, c'est peut-être très bête, tout le monde sera peut-être pas d'accord, mais pour moi un album qui a une couverture cartonnée, déjà c'est pas un gravzine. Donc si sa technique d'impression elle est en offset, je vais me poser la question, parce que l'offset c'est pas forcément... Ouais, non mais c'est pas à ça que je pense. C'est pas à ça non, c'est pas à ça que je pense, avec une reliure comme ça en tout cas. Non, mais je pensais pas à ça. Ça effectivement, ça je le mets dans le gravzine, effectivement. Ouais, non, c'est clair. Non, mais pas c'est un gravzine, effectivement. Mais voilà, effectivement, après chacun a sa façon d'appeler les choses. Je pense pas que ça soit important de toute façon. Enfin, moi je fréquente des discothèques, je fréquente une discothèque qui est spécialisée dans le rock. Voilà, ça veut dire quoi le rock? Ils ont des choses qui se rapprochent plus de la musique concrète que du rock. Là ils ont décidé d'enlever le rayon rap. Pour moi il y a des choses dans le rap qui sont du rock. Enfin, catégoriser c'est quand même super compliqué. C'est ce qu'on fait. Oui, alors c'est votre métier, mais... Non, c'est pas important, c'est souvent révélateur. Mais c'est compliqué en tout cas. Souvent ça évolue, les modes de classification ne sont pas rigides, ça fait pas 100 ans dans nos métiers qu'on classifie les documents de la même manière. Ce qui peut nous intéresser aussi, c'est ce qui n'est pas catégorisable. Et enfin, moi ça m'intéresse en musique comme en graphisme, c'est trouver intéressant quelque chose qu'on a du mal à ranger.
Ah bah ça c'est le cas. Voilà, donc désolé, ça fait Non, des non, craintes c'est pour pas, vous, hein, mais... non, c'est pas désolé, parce que nous, si on a choisi ce domaine, c'est justement parce qu'il y a une... Enfin, c'est oui, et complexe. vous disiez tout à l'heure qu'il y a des problèmes pour le faire rentrer dans l'institution, parce que... Parfois, je sais que il y a des stratégies alimentaires, et parfois ça parlait des avions ou des choses comme ça, et j'ai retrouvé ça en sciences et techniques. Alors, pourquoi pas, après tout, mais après la difficulté, c'était qu'on voulait aussi que les gens puissent les retrouver aussi facilement. Donc il y a le côté en classe, ok, pourquoi pas en sciences et techniques, mais il y avait aussi, on voulait que les lecteurs puissent aussi les voir. Bon, et à la Bibliothèque nationale, c'est différent, parce que nous, en plus, il faut montrer patte blanche pour les voir, et ils ne sont pas exposés comme ici. Et comme dans n'importe quel rangement, tout simplement, sans rentrer dans une bibliothèque. Moi, ma collection personnelle de livres, de fanzines, de gravzines, de ce qu'on veut, moi, je sais comment c'est rangé, et je peux retrouver très vite quelque chose. Par contre, je suis incapable d'expliquer à quelqu'un comment je l'ai rangé. J'ai mes catégories personnelles et ça fait rire ma compagne parce que quand elle cherche quelque chose, elle ne le trouve pas. Mais par contre, si elle me demande, moi je sais. Mais c'est un rangement qui est... tout placement est totalement personnel à ce niveau-là. Mais ça, c'est des problématiques qu'on retrouve dans les fonds d'archives. Alors, on peut les classer par format, on peut les classer par auteur, et ça ne marche même pas dans ce domaine-là, puisque c'est des collectifs, c'est le classement est un problème, et quelque part peut-être tant mieux. Oui. Voilà. Alors, pour l'instant, comme le fond est tout nouveau, on n'est pas encore face à cette problématique. Il y a à peu près 500 fanzines disponibles à la bibliothèque formelle. Donc on a fait ce choix aussi de les mettre en libre accès. Ils ne sont pas cachés dans les magasins, c'était un choix dès le départ, parce qu'on s'est dit c'est un fonds marginal. Si on va les cacher, à part quelques passionnés qui en vendent, qu'on a des fanzines, ils vont rester planqués. Mais là, on a deux meubles où on en a à peu près 500. Donc la problématique, on a fait par taille. Donc il y a les tout petits formats, les formats longs, les moyens, les très grands. Donc il y a des boîtes. On a mis ce qu'on appelle une cote en bibliothèque, pas sur le fanzine, sur la pochette évidemment, parce qu'on veut les abîmer le moins possible, avec les 3 premières lettres de l'artiste, ou si c'est un collectif, au nom du fanzine. Voilà. Mais je commence à me dire, dans quelques temps, on va vite être débordé, il va peut-être falloir changer le système. Voilà. Mais bon, tout ça, ça évolue, c'est des problématiques. Donc, pour les fanzines, pour donner un petit aperçu de la diversité, ça peut être des toutes petites choses comme ça. Donc il y en a qui sont encore plus petits. C'est un des plus petits qu'on a, puis j'ai sorti celui-là parce que je trouvais qu'il était très mignon. Donc c'est un petit Leporello, et au fur et à mesure qu'on le déplie, l'histoire est toujours cohérente. Donc ça c'est un artiste qui s'appelle Olivier Allman, qui est là dans le milieu depuis très longtemps, qui est venu nous voir. C'est Épidémie de petits pois. Donc lui il fait des choses en sérigraphie lui-même. On a aussi des formats comme ça, donc ça ce sont des petits Leporello. Donc ça c'est une vague de fanzines plus d'étudiants d'école d'art, on va dire. Pour présenter le travail ça c'est Jean-Christo et Verrou. Jean-Christo qui est là, édité au dernier cri. Donc on voit aussi que les fanzines, les gravzines, ça peut être dans tous les sens. Un autre exemple de Léo. Alors celui-ci, on a même mis une petite étiquette fragile. Il était agrafé, il me semble, comme on a un atelier pour la conservation, on l'a fait coudre, parce qu'il y a beaucoup de fanzines, les agrafes sont bons, donc je les monte à l'atelier et on les coupe. Et ce qui est mieux pour la conservation, parce que la couture évite les agrafes se rouillent au bout d'un moment. Voilà. Il faudrait éviter de la fragilité du fanzine. Oui, mais en même temps, si on ne peut pas les déplier, les
regarder, ça fait partie du plaisir. Donc on s'est dit peut-être que dans quelques temps, il y en a certains très fragiles qu'on mettra quand même en consultation en réserve. Et si on veut les garder un petit peu, ne pas tous les mettre, les très fragiles, ou ceux qui sont comme des portfolios avec plein de petites fiches. Voilà. Donc celui-là il est très marrant. De toute façon, c'est souvent des livres qui demandent plus que d'être feuilletés. C'est-à-dire que là, par exemple, on les déplie, bon là, c'est vrai qu'il y a, c'est une des caractéristiques du dernier prix, il y a énormément de livres, on peut les reconnaître rien que ça. Quand il s'agit de déplier, très souvent, c'est le dernier prix. Mais effectivement, ça prend pas forcément l'aspect d'un livre. Là, on a quelque chose qui ressemble à un cube, ça peut aussi prendre une forme tridimensionnelle, s'il s'agit par exemple d'un livre pop-up. Donc c'est souvent, il n'y a pas un rapport classique comme on peut avoir avec un livre. Par exemple, ce cube... Ça a une odeur aussi parfois, les livres du dernier cri, un peu moins maintenant, mais quand les encres étaient encore à base de solvant, c'est pareil, il y a certains bouquins, en exagérant à peine, on peut reconnaître l'éditeur rien qu'à l'odeur. Après, il y a des choses comme ça, où justement, je parlais des livres d'artistes tout à l'heure, où la frontière est très poreuse. Une collègue qui s'occupe des livres d'artistes, où des fois on se parle et elle me dit ah, celui-là j'ai l'impression qu'il irait mieux avec les fanzines. Et moi des fois je l'appelle et je dis mais celui-ci peut-être qu'il serait mieux dans les livres d'artistes. Tu parlais de Philippe Puget, j'ai découvert que dans notre fonds de livres d'artistes on en avait un certain nombre de l'époque où il faisait des pop-up. Les livres en pop-up, vous savez ce que c'est, qui se déplient, entièrement sérigraphiés et qui sont super beaux. Et quand je les ai vus, je dis ah, pourquoi ils ne sont pas écrits Grabzine? Et donc voilà, et c'est un artiste qui a commencé aussi avec Francina. Donc celui-ci, voilà, c'est un fanzine qui a été fait à Rennes. Ça pourrait être, il est entièrement sérigraphié, relié. Ça pourrait être un livre d'artiste. C'est intéressant, on voyait un peu la différence entre livre, Grabzine. La question se pose, nous, étant donné nos fonds et les boîtes qu'on a dans la bibliothèque, entre Grabzine et livre d'artiste. Parce que, moi, ce que j'ai pu percevoir entre les fonds qu'on a, et forcément, c'est jamais exhaustif, donc on n'a jamais des définitions parfaites. Mais moi, ce que j'ai perçu de ce que j'ai vu, c'est vraiment le Grabzine à ce côté collectif, et ce côté on le fait pour le plaisir, etc. On retrouve un peu moins dans le livre d'artiste, même s'il va y avoir des livres d'artistes qui vont penser de manière collective. Il y a les côtés à chaque fois moi je trouve quand même, au niveau des techniques d'impression, etc., c'est quand même quelque chose qui est très, en tout cas dans notre collection, qui est assez dominant, quelle technique d'impression va être utilisée. C'est pareil pour les livres d'artistes qu'on a formés, parce que c'est pareil, on a une petite partie qui est plus vers les artistes. Et il y a le côté, on a parlé du business, un peu de la spéculation. C'est la grosse différence. C'est un peu la grosse différence, c'est un peu les marchés, la diffusion, comment est-ce qu'on va diffuser et vers qui on va diffuser. Comment on va diffuser, vers qui on va diffuser et à quel prix est-ce qu'on se vend et comment est-ce qu'on se considère. Et moi je trouve ça c'est une grande différence entre les créateurs de livres d'artistes et les créateurs de fanzines, de Grabzine, c'est que c'est pas le même positionnement en tant qu'artiste en fait. Et c'est un peu ça que je ferais comme différence. Si on continue à essayer de mettre forcément, dès qu'il y a plusieurs critères. Oui, mais bien sûr. La dernière fois, on a fait des acquisitions à l'atelier au Lila. Et il y en a qu'on a acheté sur le budget des Grabzine. Voilà. Et ben, il y en a, ils nous ont été présentés comme Grabzine. Et il y en a qu'on va intégrer dans la collection Grabzine et d'autres dans la collection de livres d'artistes. Parce que nous, par rapport à nos critères, c'est ça. Mais c'est subjectif. Oui, l'important c'est qu'il y ait de la création. Oui. Ouais, qu'au final ce soit un chouette livre, que ce soit bien à le regarder, que l'artiste l'a fait, avec du plaisir à le faire, et le galeriste, libraire, l'acheteur au final ait du plaisir à l'avoir entre les mains. J'ai une question.
Ça existe. Est-ce Ça qu'il y existe, a voilà. des femmes qui font des gradines? Parce qu'il y a une proportion de... Oui. Sans doute plus que dans la BD. Et plus qu'en art en général. Oui. Je sais pas, peut-être. Mais oui, enfin oui, en tout cas. Il y en a une ce soir, Véro. La représentante. Participer à ce fanzine, c'est un fanzine à deux têtes. Oui, mais c'est un environnement où j'ai toujours, qui a toujours été, enfin, que moi j'ai toujours vu assez, oui, enfin, Plus que dans la BD. alors ça a peut-être changé dans la BD, ça a changé, enfin, beaucoup, la BD dans les années 80, c'était quand même super masculin, à part Claire Bretéché, enfin, ça a évolué, mais dans le fanzina, dans le gravzine, Non, ça oui, ça... Il y a toujours aussi bien des Ouais, femmes oui, que oui, des hommes. non, c'est pas... Elles sont beaucoup Non, dessinées, je sais pas. Tu ne trouves pas? Je sais pas, non. La génération, je sais pas, oui, il y a Clavel, elle était toute seule dans... Non, mais Caroline et tout ça, elle avait quand même... Enfin, dans les années 90, en tout cas. Moi qui les ai catalogués, je te peux pas, des auteurs hommes et femmes, il y en avait autant. Quand tu regardes au métal brut, si tu comptes quand même... Enfin, si tu vois, il y a une trentaine d'artistes, tu as quand même énormément... Alors il faut se méfier parce que... Oui, mais je parle pas d'un... C'est un exemple, il y en a d'autres. Les élèves font des bus que les pseudos. Oui, parce qu'on fait un renvoi. On nous l'a fait. Excusez-moi d'intervenir comme ça, on me fait signe qu'on a largement dépassé, donc c'est très chouette parce que ça veut dire que ça, voilà, on avait des choses à dire, puis il y a une interaction avec vous. Et justement, là, c'était la première table ronde rencontre autour du fanzine pour présenter ce nouveau fonds dans notre bibliothèque. On aimerait en faire d'autres, donc on va rebondir sur la dernière thématique. Et peut-être que la prochaine table ronde, ce sera les femmes et le gravzine, et on invitera des créatrices de fanzine. Voilà. Juste pour conclure, est-ce que quelqu'un a une dernière question? C'est juste par rapport au genre féminin, je ne sais pas comment dire, enfin aux femmes, aux filles qui font des bracelets. Moi j'en connais plein très jeunes, j'en connais plein, et des fois j'ai l'impression qu'il y a des réseaux, et qu'il y a des réseaux qui passent, ici en l'occurrence, et qu'il y en a d'autres qui, comment ils peuvent se faire connaître. Je connais plein de demoiselles ou non qui font des trucs super. Et bon, ben voilà, j'ai l'impression qu'on ne les évoque pas, on n'évoque pas ce côté-là. J'ai l'impression que la turbulence de tous les gens qui produisent et tout, elle n'est pas là. Donc là, cette histoire, bon, c'est une histoire qui se fait aussi, mais je ne sens pas la turbulence de tout ce que je vois partout qui se fait. Là, pour l'instant, ici, ce soir, je ne sais pas trop. En tout cas, l'expo qu'on a en ce moment à la galerie, c'est 4 artistes femmes. Super. Qui s'appelle Ryan Girl. Dépêchez-vous parce que c'est jusqu'au... vendredi. Ouais, vendredi. C'est bien de les évoquer bien. Donc, on va rester là-dessus. Je fais un grand merci à tous les participants. Merci à vous de vous être déplacés. Et donc juste pour finir, si vous avez envie de venir consulter nos gravzines, on a beau être une bibliothèque patrimoniale, l'accès est ouvert à tous. Donc il faut faire une carte, elle est obligatoire mais gratuite. Vous n'avez qu'une pièce d'identité, une photo d'identité, et vous avez accès à la bibliothèque pendant 1 an et c'est renouvelable. Donc vous pouvez emprunter des documents, pas les gravzines, mais venir les consulter librement. On sera ravis de vous accueillir. Voilà, bonsoir.